J'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur le volet financement privé. Et ma première question est adressée à Mathilde. Selon vous, comment on peut faire contribuer les entreprises au financement de la transition écologique, et en particulier, comment peut-on les aider à la voir comme une opportunité de croissance et d'adaptation plutôt qu'un coût? Merci Majda, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et merci pour cette question. Peut-être avant de rentrer dans la réponse, je vais me présenter rapidement. Je ne pense pas que tout le monde connaisse EcoAct aujourd'hui dans la salle. Donc EcoAct, on a un cabinet de conseil qui est spécialisé, vous m'entendez bien, qui est spécialisé sur les questions de changement climatique. On travaille principalement avec des acteurs du privé pour les accompagner dans leur transition écologique. Et donc principalement dans la réduction de leur impact environnemental, des politiques d'adaptation au changement climatique et au-delà en fait de leur périmètre d'action en tant qu'entreprise. Et là, on retombe sur beaucoup de choses qui ont été dites par Lucie précédemment. Il y a cette logique d'aller financer la transition au niveau international avec l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Et du coup, l'action que je porte au sein d'EcoAct avec mon équipe, c'est de développer des projets de lutte contre les changements climatiques. Donc, dans l'accord de Paris, il est écrit noir sur blanc comment une des manières de faire cette transition écologique, c'est d'aller capter, faire des projets qui vont aller capter du CO2, donc développer et préserver les puits de carbone. Donc les puits de carbone, c'est les sols, les forêts et les océans. Et donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'aller développer et financer ce type de projet. Pour cette logique de transition juste, pas simplement d'aller massivement planter des arbres partout sur Terre, mais de le faire dans une logique inclusive. Et c'est là qu'on va s'appuyer sur les objectifs du développement durable de l'ONU. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 10 ans, quand on a signé l'accord de Paris, il y a beaucoup d'initiatives qui se sont mises en place et notamment on a formalisé, et les États membres de l'ONU ont formalisé et adopté les objectifs du développement durable de l'ONU dans cette logique de justice environnementale et sociale qui reprennent tout un tas de sujets sociaux et économiques qui vont de l'éradication de la pauvreté à l'égalité des sexes. Et en gros, tout est réuni autour de ces 17 objectifs. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller voir. On va aller travailler et développer nos projets sous ce prisme-là. Après, du coup, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on essaie de développer ces projets, comment on va faire contribuer les entreprises à financer ces projets-là et à aller mettre ces fonds directement sur le terrain. En parallèle, évidemment, je le répète parce que parfois c'est pas pris en compte, mais vraiment en parallèle de leur stratégie de réduction. L'idée, c'est pas juste d'aller voir ailleurs et de financer des projets, c'est vraiment d'avoir une logique globale. Et comme le disait Lucie, à 2050, la plupart des stratégies qu'on met en place, c'est des stratégies de long terme, et j'y reviendrai. Donc pourquoi déjà, peut-être que le pourquoi, il a déjà été dit juste avant, mais peut-être un chiffre, un terme, 1000 entreprises aujourd'hui, 1000 entreprises représentent 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, en 2023, et là à nouveau, il y a pas mal de choses qui ont été dites juste avant, mais les entreprises du CAC 40 ont dégagé 146 milliards en gros d'euros de bénéfices. Donc l'idée, c'est de se dire le pourquoi. Bon, il est évident, 20% des émissions de gaz à effet de serre juste sur 1000 entreprises, c'est clair et net. Et après, les financements, bon, on a l'impression qu'il y a quand même de quoi faire au niveau des budgets des entreprises. Ce qu'on a vu depuis les 10 dernières années, et moi j'ai travaillé les dernières années chez EcoAct, donc j'ai un peu suivi ces évolutions de la demande des entreprises sur ces sujets-là, c'est qu'il y a vraiment eu, au moment de l'accord de Paris, et c'est ça qui a un peu fait cette transition, ce changement, c'est qu'à ce moment-là, il a vraiment été formalisé dans l'accord la nécessité d'avoir des investissements du secteur privé et pas seulement des investissements publics pour aller atteindre ces objectifs des 1,5 degrés à la fin du siècle. Donc on a vu, nous, en tant que petit cabinet, une croissance significative de la demande et pas simplement pour aller faire le calcul des émissions de gaz à effet de serre et dire bon voilà mes scopes et voilà où j'en suis, mais vraiment pour avoir ces stratégies long terme. Dans les stratégies long terme, peut-être qu'il y a une initiative qui est emblématique parce que par ailleurs, comme les objectifs du développement durable, comme l'accord de Paris, il s'est passé beaucoup de choses en 2015 et ce qui a permis de vraiment
embarquer les entreprises dans cette démarche-là, parce que c'est facile de dire, bon, bah, maintenant il faut embarquer les entreprises, mais comment on le fait vraiment et comment on rend la chose accessible pour qu'elles comprennent et vraiment qu'elles s'emparent du sujet. Une des initiatives emblématiques qui a été développée à ce moment-là, c'est l'initiative Science Based Target. Je ne sais pas si vous les connaissez. Les objectifs basés sur la science, c'est de dire, bon, bah, tel secteur d'activité, que ce soit l'agroalimentaire, le transport, la logistique, etc., voilà un peu en quelque sorte votre part du gâteau pour pouvoir mener comment dire, pour pouvoir vous impliquer dans la lutte contre les changements climatiques dans cette logique d'accord de Paris et des 1,5 degrés. Donc là, on a vraiment eu cette demande d'aller sur des stratégies long terme et d'aller à donner vraiment, et cette initiative, elle a vraiment donné des lignes directrices aux entreprises pour pouvoir s'investir sur ces sujets-là et s'en emparer au sein de leur stratégie. Après, il y a une pression, elle n'est pas suffisante, mais elle est quand même grandissante. Et je pense qu'on est aussi tous là parce qu'on fait partie de cette pression. Mais il y a une pression telle sur les entreprises, sur les sujets environnementaux, qu'aujourd'hui, on voit que c'est plus, on l'a vu dans les 10 dernières années sur notre expérience, qu'on voit que c'est plus seulement traité au niveau des départements RSE, donc tout ce qui a trait à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, mais que c'est de plus en plus des sujets qui arrivent au niveau des comités exécutifs des entreprises et qu'aujourd'hui, si on reprend l'exemple du CAC 40, à des avancements différents, hein. Vraiment, ils ne sont clairement pas tous au même degré d'avancement, mais si on prend les entreprises, il y a 80% des entreprises qui ont entamé cette démarche Science-Based Target. Donc, ils se sont mis en route. Après, où ils en sont, bon, bah, chacun son rythme et ses financements, mais vraiment, ça a pris sur les 10 dernières années. Peut-être Science-Based Target, rapidement, si je ne l'ai pas dit, c'est 4 organisations qui ont créé cette initiative, le WWF, le World Resource Institute, le Pacte mondial de l'ONU et le Carbon Disclosure Project, qui est une ONG qui existe depuis 20 ans sur la logique de transparence autour de l'impact carbone des entreprises. Donc voilà, nous, chez EcoAct, on a travaillé, ça fait 20 ans qu'on travaille sur le sujet, mais depuis la signature de l'accord de Paris comme référence, comme point de référence, c'est au moment où je suis arrivée, donc je vais aussi prendre ma propre expérience, on était 30 dans l'entreprise, on avait du mal à convaincre les entreprises de vraiment aller au-delà de leur bilan carbone et avoir vraiment des stratégies long terme de réduction. Aujourd'hui, on est 400 et on a moins de mal à convaincre les entreprises. On a beaucoup plus de demandes que nous, on va aller voir directement les entreprises pour les convaincre. Donc vraiment, il y a eu une sorte de shift, de transition. Après, est-ce que ça suffit? Non. Et du coup, et je dis tout ça parce qu'on a beaucoup parlé juste avant de réglementation et de dire il faut aller convaincre ou contraindre. On tente le convaincre, on travaille sur le convaincre et on sait qu'on a besoin de ces financements très importants. Alors comment les convaincre? Et ça revient du coup à une partie de la question de dire c'est pas juste un coût en fait, c'est une opportunité. Et donc comment convaincre d'aller investir donc, dans l'accord de Paris, qu'on connaît depuis 10 ans, qu'on a suivi, mais également dans le cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, donc c'est qui va aller régir et travailler sur ces questions d'érosion de la biodiversité, et de dire, en fait, c'est pas juste, c'est sympa, on va aller mettre de l'argent pour les pandas, mais on a en tant qu'entreprise pas seulement une responsabilité, mais une nécessité d'opérer une transformation du business, de leur modèle d'affaires, parce qu'en fait, s'ils ne le font pas, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui qui ne seront plus en mesure de ce qu'on dit le business as usual, de continuer à perdurer leurs activités dans les modèles d'affaires existants. Je vais prendre un exemple très simple, hyper simplissime, mais si on réfléchit par exemple à une entreprise de la cosmétique, on en a beaucoup en France, qui va aller faire, j'en sais rien, des crèmes avec du beurre de karité sourcé au Burkina Faso, par exemple, et ben, avec les sécheresses, l'accès à ce type de ressources, ça n'existe plus. Et ça, c'est un micro-exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que de plus en plus, on a cette logique d'adaptation au changement climatique et de financement parce qu'on sait que si on n'opère pas cette transformation, l'entreprise, en fait, ne va pas pouvoir perdurer. Alors, c'est pas simple parce que c'est vraiment une vision long terme, mais aujourd'hui les entreprises qui prennent ce leadership climatique ont compris que c'est pas seulement pour faire sympa sur les plaquettes, mais surtout parce qu'en fait elles en ont besoin pour perdurer dans leur modèle et qu'elles ont besoin de transformer ces modèles. Et aujourd'hui en fait ce qu'on voit depuis
pas si longtemps, hein, allez, 2 ans, peut-être 2-3 ans, c'est qu'on a de plus en plus de grands groupes français qui viennent nous voir pour nous dire, pour réfléchir en fait à transformer leur modèle d'affaires, en disant on sait que notre modèle d'affaires tel qu'il est aujourd'hui ne tiendra pas sur le long terme. Et donc il y a cette vision d'aller voir plus loin et du coup à 2050. Donc dans ce contexte, quand je reparlais des puits de carbone, hein, pour revenir à ce que je fais, ce sur quoi on travaille avec mon équipe, sur la dernière décennie, sur ce type de projet, ce qu'on appelle en gros de la contribution carbone, donc aller contribuer à l'accord de Paris et au cadre de la biodiversité, au cadre mondial de la biodiversité, on a vu sur les 10 dernières années qu'il y a 36 milliards qui ont été investis sur ces projets-là. À nouveau, ce n'est pas un chiffre suffisant. Et du coup, ce qu'on attend là, c'est vraiment de continuer. Nous, notre travail au quotidien, c'est d'aller continuer à mobiliser les entreprises. On sait que ça évolue, on sait que ça prend du temps. On sait aussi que, et ce qui est le plus important, et ce qu'on dit aux entreprises au quotidien, c'est que leur agenda, on a parlé de c'est trop lent, leur agenda d'entreprise, de stratégie n'est pas aligné avec l'agenda climatique qui est en urgence absolue. Donc on passe notre temps à entendre, là, la Climate Week à New York, c'était It's Time, le gros sujet. C'est oui, c'est le moment, mais il faut vraiment s'y mettre. Du coup, nous, on continue, mais par ailleurs, on attend également plus de réglementation. Donc ça, on a vu certaines réglementations dans la dernière loi climat et résilience. On en attend plus, et c'est ça qui... on travaille beaucoup sur le convaincre, mais on attend aussi beaucoup du contraindre pour continuer à massifier ces investissements. Merci beaucoup Mathilde. Vous avez mentionné que les entreprises disposent effectivement du budget pour financer la transition écologique. En parallèle, on observe aujourd'hui une tendance à la baisse du financement public pour les projets climatiques pour la transition. On le voit aussi avec le budget qui vient d'être adopté, par exemple. Comment les entreprises peuvent-elles agir pour pouvoir compenser cette baisse ? Alors oui, peut-être un chiffre sur le budget en cours. Hein. On est vraiment avec ce nouveau... Enfin, on a le déficit public qui se creuse, on en est tous conscients. On a un budget d'austérité vraiment qui est en train de se dessiner à l'heure actuelle. Et ce qu'on voit, c'est que le gouvernement, dans ce budget d'austérité, et c'est là que c'est comment dire, là on a vraiment, on va continuer d'aller chercher à mobiliser les investissements privés. C'est que dans ces budgets publics, hein, de l'aide publique au développement, la France prévoit de baisser de 20% cette aide publique au développement. Donc on va à contre-courant. Donc l'idée là, c'est vraiment... et c'est pour ça qu'on travaille avec le privé. Hein. Parfois, on me demande pourquoi tu travailles avec les entreprises, parce qu'en fait, côté public, on entend baisser les financements. Alors qu'en parallèle, on a les défis climatiques qui ne font que d'augmenter, et qu'une transition juste, c'est via cette aide publique au développement. Ce n'est pas juste des politiques de reforestation ou autres qui, de toute façon, n'ont pas non plus le budget nécessaire. En tout cas, les financements publics nécessaires. On regarde les budgets du Conservatoire du littoral, de l'ONF, etc. C'est clairement pas à la hauteur, et nos forêts et nos écosystèmes en souffrent sur le territoire français. Mais au-delà de ça... avec ces changements climatiques, avec cette érosion de la biodiversité, en fait, des pays développés comme la France, parce qu'on a ce déficit, on n'a pas assez on met pas assez de financement en France. Alors que ce qu'on attendrait de la France et des pays développés et des partenaires de l'Union européenne, c'est vraiment cette responsabilité. On a tendance beaucoup à parler du Made in France, de faire des actions locales, etc., ce qui est très bien. Mais vraiment, nous, ce qu'on va prôner chez ECOAC, c'est la France et l'international. C'est-à-dire qu'on a, en tant que Français, cette responsabilité historique envers des pays en développement qui sont les plus vulnérables. C'est ceux qui émettent évidemment le moins de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la COP, c'était pas la dernière, mais celle d'avant, la COP 27, il y avait le Pakistan, un tiers du pays, et c'était sous les eaux. C'est moins d'1% des émissions de gaz à effet de serre, et on dit qui va donner de l'argent au Pakistan pour aller restaurer, aider, et évidemment avec tout le côté social, toutes les pandémies et compagnie, quand on a ce type d'inondation et de catastrophes naturelles. Donc vraiment, on attend de la France et des pays développés de prendre leurs responsabilités. Donc là, évidemment, après le petit point sur le budget, on n'y est pas. Donc nous, on va continuer d'aller regarder les entreprises, et d'aller demander aux entreprises ces financements, notamment parce que la majorité des grandes entreprises françaises et européennes ont des activités et des chaînes de valeur qui dépendent largement des pays les plus vulnérables. Donc, comme elles font tout leur sourcing, je citais tout à l'heure le Burkina Faso, mais globalement, comme beaucoup de leurs activités
et de leur développement est à l'international, on a clairement cette responsabilité et on ne peut pas juste se contenter du local et du Made in France. Il faut évidemment pas remettre en cause le Made in France, mais par contre ne pas quitter des pays en disant bah, c'est bon, je fais plus rien dans ce pays-là et par ailleurs je les laisse se débrouiller pour leur transition écologique. Donc voilà, nous, on va aller financer et soutenir, et globalement, c'est ce qu'on demande aux entreprises de faire, hein, de financer de la restauration d'écosystèmes, je reparlais des puits de carbone, donc d'aller préserver les forêts primaires, les soutiens, et tout ça dans une logique de soutien à des communautés qui sont assez marginalisées. On parle aussi beaucoup de ça dans les COP, hein, les peuples indigènes, et donc vraiment travailler avec eux. Peut-être pour donner un exemple, parce que c'est beaucoup de théories ce que je vous dis, mais les types de projets sur lesquels on pourrait travailler, où on va mobiliser des financements d'entreprises françaises à l'international, c'est par exemple des projets de restauration de forêts de mangroves. Des forêts de mangroves, ça capte, quand on revient à l'accord de Paris, ça capte 5 fois plus de CO2 qu'une forêt tropicale. Donc on va aller travailler sur ce type de projet. Par exemple, depuis 2021, enfin depuis 2020, on a travaillé sur la restauration de 1000 hectares de mangroves dans une région côtière du Myanmar qui s'appelle l'Ayewa Wardi. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est à l'ouest. Et c'est une région qui est très exposée aux risques et aux changements et aux risques de catastrophes naturelles. On a retravaillé sur, par exemple, la plantation de 2,5 millions de palétuviers, donc de mangroves, d'arbres de mangroves, avec des communautés locales. Et évidemment, l'idée, c'est pas juste, et revenir à cette logique de transition juste, c'est pas juste d'aller planter des arbres, mais vraiment de se dire, on va aller travailler, on va créer de l'emploi local. Et par ailleurs, quand on préserve le trait de côte et qu'on capte du CO2 en replantant ce type d'arbres, ça va permettre aussi de développer les ressources halieutiques, parce que c'est des zones et c'est des lieux qui permettent de faire revenir les ressources halieutiques pour les communautés locales, et donc d'avoir une logique de travail de réponse à ces objectifs du développement durable de l'ONU. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais donner plein d'exemples. Donc, c'est pas l'objectif, mais de dire que globalement, les grandes entreprises françaises et européennes et occidentales, globalement, ont leur responsabilité à prendre. Et c'est dans cette logique-là qu'on va aller pousser ce type de financement. Merci beaucoup Mathilde. On va rester sur le secteur privé, mais très brièvement pour pouvoir avoir plus tard une partie questions-réponses. Donc là, je vais m'adresser à Andrea Ganovelli. Selon vous, comment on peut financer la transition à travers le secteur bancaire et financier? Et plus particulièrement, que pensez-vous des initiatives actuelles de financement, type plan d'épargne climat pour les jeunes par exemple, et quel est leur niveau d'efficacité? Alors, merci tout d'abord pour l'invitation et merci à toutes et à tous d'être là. Comme le disait Lucie en début d'intervention, aujourd'hui, les ménages français ont plus de 6 000 milliards d'euros d'épargne financière. Si on prend en compte les entreprises, on monte à autour de 15 000 milliards et au niveau européen, on est même à 30-35 000 milliards d'euros. C'est des montants qui suffisent largement à financer la transition énergétique et environnementale en France et en Europe. La question maintenant, c'est pourquoi est-ce que cette épargne n'est pas suffisamment mise à contribution de la transition? On pourrait se dire que finalement, en fait, les épargnants, les ménages français s'en foutent et qu'on est une petite bulle écolo qui voulons vraiment agir. Ça, c'est totalement faux. Aujourd'hui, il y a un engouement qui est de plus en plus grand pour les produits d'investissement financier. Nous, par exemple, avec Gringot, en moins de 6 mois, on a récolté plus de 30 millions d'euros sur des produits d'assurance vie qui sont destinés à l'investissement dans la transition écologique. Et on constate qu'on n'est pas les seuls. Il y a un engouement qui est de plus en plus fort pour tous ces produits d'investissement qui sont verts. Mais alors, pourquoi est-ce qu'en fait, on ne va pas plus loin ? Ben ça, il y a plusieurs raisons. Il y a tout d'abord un problème d'éducation financière, je pense, qui est très très important, surtout en France et en Europe, et une légende qui nous fait croire aux épargnants qu'investir dans les énergies fossiles, c'est plus rentable. C'est plus rentable, qu'investir dans la transition écologique. Alors, petit aparté, la transition écologique, il y a certains projets qui ne sont pas rentables et qui, a priori, ne le seront jamais, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement rentables, surtout dans un cadre où les énergies fossiles sont de plus en plus coûteuses à produire. Je prends un exemple, au début du XXe siècle, pour extraire 100 barils de pétrole en Pennsylvanie, il fallait en injecter 1.
pour creuser, pour obtenir de l'énergie. Aujourd'hui, on est autour des 10, voire même de moins que ça dans certains endroits. Hein, au sable bitumineux du Canada, on est plutôt autour de 4 ou 5. Donc, ce qui veut dire qu'on a d'un côté des énergies fossiles qui sont de plus en plus chères à produire, à extraire et à distribuer. Et au contraire, on fait des progrès énormes dans les capacités de stockage de l'énergie, de l'électricité, dans les capacités de production d'énergie bas carbone. Et donc, en fait, le point de bascule sur la rentabilité, il est en train de s'opérer. Donc, on a un engouement. On a une rentabilité qui est là et qui va arriver et qui est de plus en plus certaine, en tout cas une rentabilité qui va devenir supérieure à celle des énergies fossiles. Et là, je ne parle même pas des actifs échoués et de plein d'autres éléments. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit toujours pas ces 6 000 milliards d'euros affluer dans des projets de transition écologique et environnementale ? Et ça, une des raisons et un des leviers qu'on doit, avec nos bulletins de vote, actionner, et en tout cas qui doit au niveau étatique et gouvernemental s'activer, c'est la mise en place de solutions d'épargne et d'investissement pour les particuliers et même pour les entreprises à destination de la transition écologique. Aujourd'hui, principalement, l'épargne des ménages français, elle va être investie dans des livrets ou dans des actions, pour ceux qui en ont, et surtout sur des éléments qui vont être cotés. C'est-à-dire, on va arriver sur du secondaire et pas sur du primaire. Et pour pouvoir investir sur du primaire, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de freins. C'est-à-dire que jusqu'à peu, investir dans ce qu'on appelle du private equity, donc ça peut être de la dette d'entreprise privée ou des actions primaires d'entreprises privées, c'était réservé aux personnes qui pouvaient se permettre d'investir plus de 100 000 euros. Ça reste très peu de personnes. Ces barrières sont en train d'être abaissées, mais elles sont encore trop peu nombreuses. Il y a des initiatives qui sont en train de voir le jour. Le plan d'épargne retraite, le PER, le gouvernement Bercy a mis en place il y a quelques mois une obligation d'avoir jusqu'à 15% de financement non coté sur des portefeuilles les plus offensifs qui puissent aller du coup au financement des infrastructures et donc de la transition écologique. Mais ça, c'est pas assez. Et donc, on a besoin que le gouvernement prenne plus d'actions, plus de mesures pour permettre aux ménages qui sont demandeurs de financer et d'investir dans la transition, parce que c'est une réalité, il y a une demande qui est très très forte. On doit simplement maintenant permettre à des entreprises financières, permettre à des sociétés de gestion et à des banques et à d'autres acteurs de distribuer ces produits aux plus larges personnes. Donc, il y a des initiatives qui ont été prises récemment, le plan d'épargne, le PEAC, qui est à destination des plus jeunes notamment jusqu'à moins de 25 ans, qui permet aux jeunes d'investir, donc ça ressemble à un PEA, d'investir dans des entreprises de la transition avec des déductions fiscales qui sont importantes. Mais ça, c'est pas suffisant parce que ça concerne uniquement les jeunes. Alors c'est très bien, hein, il faut, mais bon, malheureusement les jeunes, ce n'est pas ceux qui ont le plus d'épargne, et donc ce n'est pas grâce à eux qu'on pourra financer la transition, même si c'est un début et qu'il faut commencer quelque part. Et là encore, on reste sur des entreprises qui sont cotées. Ça permet une certaine liquidité, ce qui du coup est accessible à plus de monde, mais on a besoin aujourd'hui de démocratiser l'investissement long terme dans la transition pour toutes et pour tous. Et donc pour ça, il faut le rendre plus accessible et il faut aussi travailler sur des sujets d'éducation financière qui sont très très importantes et permettre aux gens de se dire qu'aujourd'hui, s'ils veulent vraiment avec leur épargne avoir un pouvoir fort, il va falloir accepter une certaine immobilisation d'une partie de leur épargne sur une durée qui peut aller de 2, 3, 4, 5 ou même plus d'années que ça. Et ça, c'est nécessaire et ça, on va avoir besoin du gouvernement pour mettre en place ces enveloppes, pour mettre en place toutes ces choses-là. Parce qu'on le disait tout à l'heure, au moment où il y a une crise budgétaire, au moment où on voit que le ministère de la Transition écologique est un de ceux qui subit les plus gros coups de rabot budgétaires, pourquoi ne pourrait-on pas utiliser l'argent des Français et des Françaises pour venir remplacer l'État dans ces cas-là? Et cet argent, vraiment, il existe dans des quantités qui sont astronomiques, beaucoup plus que ce dont on a besoin, mais simplement, par peur peut-être, par manque d'éducation financière, même au sein du gouvernement, on ne souhaite pas mobiliser cet argent-là, alors que cet argent-là, il pourrait être rentable pour les épargnants, pour l'économie, pour le budget et puis surtout pour la transition. Parce que cet argent-là, aujourd'hui, c'est un argent qui est finalement très sûr. Aujourd'hui, quand on va investir dans des infrastructures d'énergie bas carbone, dans des réseaux de stockage de l'énergie, c'est quelque chose qui est
assez facilement, ou même de rénovation thermique, c'est quelque chose qui est assez facilement prédictible en termes de retour. On ne prend pas des risques énormes, parce qu'aujourd'hui, ces infrastructures-là, on sait le prix de l'électricité est fixé au niveau gouvernemental, au niveau européen, on sait exactement combien on va pouvoir vendre cette énergie-là dans les prochaines années. Donc le risque aujourd'hui, il est faible. La seule interrogation, c'est cette liquidité, et il faut maintenant qu'on puisse avoir ces produits qui nous permettent d'assurer le bon niveau de liquidité, et il faut que le gouvernement intervienne pour faciliter et faire prendre conscience aux Français, aux Françaises, par l'éducation financière, par de nouvelles enveloppes, que finalement, eux aussi ont leur rôle à jouer et que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Merci beaucoup, Andrea. Passons maintenant au volet public. En commençant par Nicolas Dufresne, comment voyez-vous le rôle des banques publiques d'investissement et de la BCE notamment dans le financement de la transition écologique, et selon vous, quels sont les mécanismes monétaires qui peuvent être mis en place pour soutenir la transition? Si vous pouvez juste intervenir en 6-7 minutes. Oui, merci Majda. Je voulais juste faire un tout petit retour rapide sur la question des besoins de financement et du budget, sans donner tous les chiffres. Bon, on sait à peu près qu'aujourd'hui en Europe, il faut 1500 milliards d'euros pour la transition chaque année, d'investissement chaque année. Alors la bonne nouvelle, c'est que les 3/4 de cette somme existent déjà et que c'est de la réorientation, c'est-à-dire ce que vous dépensez aujourd'hui dans des véhicules thermiques, que vous dépenserez demain peut-être dans des véhicules électriques. Voilà, donc il y a beaucoup de réorientation. Mais il y a aussi environ 400 milliards d'euros qui n'existent pas et qu'il faut financer. Et sur ces 400 milliards d'euros, c'est là qu'il faut apporter une petite nuance et enfin c'est complémentaire à ce que disait Lucie tout à l'heure en disant que 80% des besoins reposent sur le privé. En réalité, quand vous regardez la part additionnelle, c'est-à-dire ce qu'il faut financer en plus chaque année, et ben là, le besoin de financement public est beaucoup, beaucoup plus important. Il représente en fait les 2/3. Nous, on a fait une étude avec l'Institut Rousseau, que j'ai le plaisir de diriger, qui est un laboratoire d'idées tourné vers la reconstruction écologique, comme on l'appelle, pour insister justement. Le terme de reconstruction écologique, c'est pour insister justement sur cet effort matériel immense qui est à faire et qui est probablement comparable à ce qu'on a fait après la Seconde Guerre mondiale dans toute la période de reconstruction, et peut-être même encore plus large finalement, puisque tous les secteurs de l'économie sont touchés. Et donc là, vous avez une part de financement public qui doit être très importante parce qu'il y a toute une partie. Et ça complète ce que disait Andrea à l'instant. Il y a en effet, en matière d'énergie renouvelable, on commence à avoir de la rentabilité. Mais, et encore, enfin, vous savez qu'aujourd'hui, le budget de l'écologie, il diminue et il augmente en même temps. Alors je m'explique, il augmente en volume, mais il diminue sur toute une série d'actions. Alors pourquoi il augmente en volume? Parce qu'on a un dispositif de soutien au prix de l'énergie renouvelable. Et ça augmente très fortement. 4,5 milliards cette année, parce qu'il y a une baisse des prix, et donc l'État soutient pour garantir des prix au secteur des énergies renouvelables. Donc même là, il y a un soutien. Mais à côté de ça, vous avez toute une série de secteurs, les puits de carbone, la rénovation énergétique des logements et des bâtiments, dont on sait qu'elle est rentable, mais à très très long terme. C'est des horizons de 15-20 ans. C'est des endroits où les ménages modestes n'investissent pas, parce que même s'il faudrait mettre 5 à 10% du budget, même avec un prêt à taux zéro, ben, ils n'ont pas les moyens de le faire. Vous avez des endroits comme la protection des puits de carbone, que ce soit les forêts, les zones humides, eh bien, c'est pas du tout rentable, même s'il y a en effet des logiques de compensation, mais qui, à mon sens, ne peuvent pas remplacer l'effort public. Et donc, dans ces domaines-là, vous avez des tas d'activités qui sont absolument essentielles pour la transition écologique et qui ne sont pas rentables. Et ça, il faut quand même le financer. Il faut quand même le financer. Et quand vous avez des problèmes d'austérité budgétaire, et c'est le cas avec le budget aujourd'hui, et ben du coup, vous taillez en bloc. Et
et massivement dans ces budgets-là. Alors pour vous donner juste quelques exemples, vous avez les effectifs de l'Office national des forêts. On n'a jamais eu autant besoin des forêts. Ça a été divisé, ça a été réduit de 25% en 10 ans. Et ça continue avec une dette terrible. Vous avez un financement de la stratégie nationale biodiversité qui aujourd'hui, dans le budget 2025, est divisé par 2. Vous avez des crédits pour le fonds vert qui aide à la fois à la rénovation publique, à la rénovation des bâtiments publics dans les collectivités et à l'utilisation des biodéchets, qui perd 1,5 milliard d'euros. Vous avez MaPrimeRénov qui aide les ménages modestes et les autres à rénover les logements, qui diminue d'1 milliard d'euros. Vous avez la prime à la conversion des automobiles qui est réduite. Vous avez le fonds de soutien bon, bref, je pourrais continuer cette liste sans fin. Vous avez compris que sobriété énergétique et austérité ne sont pas compatibles. Ce n'est pas compatible. Et donc, nous, tout ce qu'on fait avec l'Institut Rousseau, comme d'autres, c'est de dire qu'à un moment, il faut arrêter les doubles discours, il faut arrêter de promettre beaucoup, de s'engager dans des stratégies à long terme, on dit on va atteindre la neutralité carbone, on va diviser, et derrière de mettre peu. Je reprends une formule du secrétaire général des Nations Unies qui avait dit on a besoin aujourd'hui de torrents d'argent pour financer la transition écologique et on y va au compte-gouttes. Et là, je vous dis que le compte-gouttes, on est en train de le refermer en plus. Alors donc on a un véritable problème et donc il faut trouver d'autres solutions. Et en effet, des solutions, il y en a. On en propose un certain nombre, on est assez aligné avec Jésabel là-dessus, alors on va peut-être être un peu redondant, mais par exemple, pour nous, je pense qu'une des clés, c'est d'aller chercher du côté de la monnaie, ce qu'on ne peut pas faire du côté du budget, parce qu'il faut faire un calcul simple. Aujourd'hui, on a 150 milliards d'euros de déficit. Si on fait une véritable politique de redressement d'impôts, et il y a des marges de manœuvre, hein, il le faut, ne serait-ce que pour la justice fiscale, vous récupérez 70, 80, allez, je vais être vraiment extrêmement optimiste, 100 milliards d'euros. Très bien. Qu'est-ce qui vous reste? 50 milliards d'euros de déficit. Et en plus de ces 50 milliards d'euros de déficit, vous devez financer, donc nous, à l'Institut Rousseau, on avait évalué le besoin de financement public chaque année, en plus, c'est 60 milliards d'euros. Bon. Et je ne vous parle pas de ce qu'il faut faire dans la santé, la recherche, l'innovation, etc. Donc on fait comment? Vous voyez bien qu'il y a un gap qui est énorme. Il y a un gap qui est énorme, qu'on ne peut pas compenser avec la fiscalité et qu'on ne peut pas compenser seulement avec la réorientation de l'épargne privée, parce qu'il y a toute une série de domaines dans lesquels ce n'est pas rentable et dans lesquels on ne peut pas avoir ces flux privés. Donc il faut d'autres solutions. Et je veux dire, tant qu'on ne comprendra pas ça, à mon avis, le financement de la transition écologique va rester lettre morte. Et ces autres solutions, eh ben, elles sont en partie à aller chercher du côté de la monnaie. Alors en effet, Lucie l'a évoqué, on peut avoir des taux différenciés, on peut, vous savez, quand les banques vont se refinancer auprès de la banque centrale, en monnaie centrale, c'est un peu technique, elles doivent déposer des titres de garantie, et ben on pourrait dire que ces titres de garantie, on n'accepte pas les titres d'entreprise brune, par exemple. Donc ça permet de réorienter les financements. Et puis on pourrait aller beaucoup plus loin, par exemple en utilisant le pouvoir de création monétaire de la BCE pour venir financer sous contrôle démocratique. Il ne s'agit pas que ça soit la BCE elle-même qui décide ce qu'on doit faire, mais d'utiliser ce pouvoir de création monétaire pour financer tout ce qui n'est pas rentable, pour financer des grands plans d'investissement qui seraient décidés démocratiquement. Et ça nous permettrait de disposer de milliards d'euros. Alors on va vous dire, et Emmanuel Macron, s'il était là, vous dirait, il n'y a pas d'argent magique. Bon, vous l'avez tous entendu. Eh bien, est-ce que vous savez combien la BCE a créé d'argent ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, d'argent magique ces 2 dernières années pour les donner aux banques? Et pour les donner aux banques, pourquoi? Parce qu'elle a relevé ses taux d'intérêt et que donc elle finance les réserves bancaires. Donc les banques, ces réserves bancaires, elles les ont constituées en empruntant à taux zéro. Maintenant que les taux sont plus élevés, la BCE les rémunère. Et vous savez combien elle a donné en 2 ans? 300 milliards d'euros. Avec quelle contrepartie? Rien. Strictement rien. Voilà. Donc l'argent magique, oui, il existe. Ne vous laissez pas prendre à ces discours. La création monétaire magique, elle existe. Elle profite
Au secteur financier, elle ne profite pas à ce qu'on voudrait qu'elle profite, c'est-à-dire la reconstruction écologique et sociale. Et autre élément, merci, et autre élément qui pourrait compléter cette proposition-là, c'est ce qu'on avait porté aussi avec Jésabel, c'est qu'aujourd'hui, la BCE détient un tiers de la dette publique de la zone euro, c'est-à-dire plus de 4 000 milliards d'euros. Un tiers de la dette publique de la zone euro. Qu'est-ce qu'elle en fait ? Strictement rien. Qu'est-ce qui se passe quand les États remboursent ces dettes à la BCE ? L'argent est détruit. Il est effacé, tout simplement. Il n'existe plus. Et est-ce que la BCE a besoin de se faire rembourser ? Ben non, parce qu'elle est l'institution qui crée la monnaie et qui donc ne peut jamais être en faillite. Et si vous en doutez, allez regarder une vidéo très marrante sur YouTube où un journaliste interroge Mario Draghi en lui disant « Est-ce qu'une banque centrale peut être en faillite ?» Alors il est très gêné parce que ça l'embête beaucoup, cette question, et il est finalement obligé de répondre « Bah non, une banque centrale ne peut jamais être en faillite. » Donc pourquoi on devrait, nous tous, sacrifier la transition écologique, le social, tout ça, pour rembourser une banque centrale qui n'en a pas besoin et qui ne peut pas être en faillite? C'est absurde. C'est absurde. Donc des solutions, il y en a. Il faut avoir un peu de courage, il faut avoir un peu d'imagination, il faut aller faire pression sur les politiques pour qu'ils se saisissent de cet enjeu monétaire parce qu'ils ne s'en saisissent pas assez, à gauche comme à droite. Hein, d'ailleurs, c'est une réflexion pour tout le monde. Et puis à côté de ça, bon, on a plein d'autres solutions. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais on pourrait, par exemple, dans la commande publique, instaurer des critères de pondération parce qu'aujourd'hui, le critère prix écrase tous les autres critères dans la commande publique. Et ben, on mettrait aujourd'hui les critères écologiques 50% minimum des critères de pondération sur les marchés publics. Déjà, vous changez tout. Mais vous allez contre la logique financière. Vous pouvez utiliser les banques publiques d'investissement, vous pouvez utiliser les garanties de crédit. Bref, il y a des tas de solutions. Ils ne veulent pas en entendre parler. Voilà, eux, ils regardent le monde en se disant pourquoi. Bah, à nous de regarder le monde en se disant bah, pourquoi pas. Voilà, merci. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous donne donc la parole, Jésabel Coupet-Soubeyran, pour pouvoir discuter de la manière dont on peut mettre en place ces solutions de façon pratique pour pouvoir financer la transition écologique. Je vais juste vous demander d'être un petit peu brève, je m'en excuse, pour pouvoir avoir une session questions-réponses de 5 minutes. Merci pour cette invitation. Je vais aller, je fais vite pour l'introduction pour ne pas perdre de temps. Je vais aller dans le sens de Nicolas. Alors, à la fois pour nuancer un peu ce qui a été dit avant et pour vous montrer que les solutions, finalement, sont à croiser au niveau du privé et du public. Et c'est vraiment à ces deux niveaux-là qu'il nous faut innover. Il faut des solutions innovantes du côté du privé, il faut des solutions innovantes du côté aussi des financements publics. Et pour arriver à faire comprendre ça en peu de temps, je voudrais quand même repartir des chiffres qui ont été donnés au départ par Lucie. Effectivement, on dit aujourd'hui, il manque entre 2 et 5% de produit intérieur brut, d'investissement supplémentaire dans la transition chaque année jusqu'à 2030. Alors, vous voyez que ça varie un peu, mais ce sont les chiffres qu'on pose. Et effectivement, alors, il y a deux réactions par rapport à ces chiffres. Certains disent « Ah là là, mais c'est énormissime ». Et puis, il y a l'autre réaction qui consiste à dire bah, « En fait, c'est bien peu comparé à l'épargne », c'est ce qu'a dit Andrea. C'est bien peu aussi si on regarde ça, si on compare ça aux masses d'actifs financiers. Alors, c'est vrai, mais je voudrais apporter deux nuances. La première, c'est que ce 2 à 5% de produit intérieur brut, c'est vraiment un minimum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, généralement, ça repose sur des estimations qui sont resserrées autour simplement du climat et qui ne prennent pas la transition écologique au sens large. La biodiversité, dans ces estimations, ce n'est pas pris en compte. Les autres limites planétaires, ce n'est pas pris en compte. Tout l'accompagnement social et l'accompagnement également qu'il faut apporter à des secteurs qui ont besoin de se transformer en profondeur, l'agriculture par exemple et l'industrie aussi, tout ça, ce n'est pas pris en compte. Donc c'est vraiment minimorum. Et puis deuxième aspect, en fait,
eh bien, si vous voulez, quand justement on a une vision très très étroite comme ça de la transition, Nicolas l'a dit en fait tout à l'heure, on sous-estime la part d'investissement non rentable qu'il y a à réaliser. C'est-à-dire que quand vous allez chercher dans des investissements de réparation de la nature, quand vous explorez le volet social de la transformation, il y a plein de dépenses qui coûtent et qui n'ont pas de retour financier. Or ça, eh bien, ça nécessite des fonds publics. D'accord ? Et surtout, je crois que, si vous voulez, il faut, bien sûr qu'on peut travailler sur la rentabilité. C'est-à-dire qu'on peut amener les entreprises, les banques, à finalement revoir à la baisse leurs exigences de rentabilité. Peut-être qu'il y a aussi des investissements qui, hier, n'étaient pas rentables et qui, demain, le deviendront. Cependant, il y a aussi une part incompressible de non rentables. Il y a des choses qui ne rapportent pas d'argent. D'accord ? Il y a des choses avec lesquelles, il y a des investissements de transformation avec lesquels on ne pourra pas faire de l'argent avec de l'argent. Or, eh bien, la finance actuelle, le secteur bancaire et financier est façonné pour faire de l'argent avec de l'argent. Et nous-mêmes, en fait, nous avons, dans nos sociétés telles qu'elles sont devenues, nous avons ce réflexe-là. En tant qu'épargnant, bien sûr qu'on peut être prêt peut-être à perdre un peu d'argent quand on fait un placement, éventuellement, si on se dit que ça a un gros impact social et environnemental. Mais on n'est pas prêt à perdre tout, n'est-ce pas ? D'accord ? Donc, ça veut dire, si vous voulez, qu'il ne faut pas aller trop loin dans l'espérance de rentabilité des investissements de transition. Il faut reconnaître qu'il y a une part incompressible d'investissements non rentables et reconnaître que les arcanes de la finance ne sont pas conçus pour aller, en fait, financer du non rentable. D'accord ? Alors, ce non rentable, comment le financer ? Eh bien, par des fonds publics, par des subventions. D'accord ? Il faut des subventions. À quelle source va-t-on aller chercher ces subventions ? Alors, est-ce qu'on peut aller... Est-ce que la source est budgétaire ? Et autrement dit, est-ce qu'on peut aller chercher des augmentations d'impôts, des impôts supplémentaires pour financer ces subventions ? Alors, il y a plein de choses à faire au niveau fiscal, d'accord ? C'est sûr, mais plein de choses à faire au niveau fiscal pour rendre la fiscalité plus juste, plus redistributive, peut-être aussi pour arrêter de compresser les recettes et pour stabiliser les déficits. Mais est-ce que réellement on pourra financer des masses d'investissements avec des augmentations d'impôts ? La réponse est plutôt non. Par ailleurs, il y a, si vous voulez, un aspect important, c'est que si on essaie de mettre en place, et il faut le faire, des taxes environnementales, elles ne seront acceptées, rappelons-nous la crise des Gilets jaunes, que si la taxe est juste. Pour qu'elle soit juste, il faut qu'on en redistribue une grande partie du produit. D'accord ? Ça veut dire que vous n'avez pas là de quoi financer des investissements de transition. Si vous redistribuez une partie du produit, ce produit n'est pas disponible pour financer des investissements. Donc, au niveau des impôts, il n'y a pas une marge de manœuvre suffisante pour financer réellement des investissements. Alors, est-ce qu'on peut continuer de creuser les déficits en se disant, mais c'est pas grave, les États vont émettre davantage de dettes sur les marchés financiers, ils pourront ainsi financer leur part d'investissement public. Nicolas l'a dit, on est dans, si vous voulez, on est dans un budget de crise budgétaire, on n'est pas dans un budget de crise écologique, malheureusement. D'accord ? Et donc, ça veut dire que le cadre budgétaire est extrêmement serré. Les États ne vont pas pouvoir continuer de creuser indéfiniment leur déficit en comptant sur l'augmentation de la dette sur les marchés financiers pour financer des masses d'investissement. Et donc, ça veut dire que si les marges de manœuvre manquent au niveau fiscal, au niveau de la dette, au niveau budgétaire, donc, eh bien, il faut aller chercher ces marges de manœuvre au niveau monétaire. Pourquoi se priverait-on d'aller chercher ces marges de manœuvre au niveau monétaire ? Les banques centrales ont été beaucoup mobilisées pour gérer crise financière et crise sanitaire. Mobilisons-les pour nous aider
à gérer cette crise écologique. Alors, il y a plein de solutions monétaires, en fait, envisageables. Elles ne se valent pas toutes. La première solution, je peux en donner 2, 3 quand même? Oui, s'il vous plaît. Merci. Alors, la première solution qu'on peut envisager, et qui, à mon sens, est complètement audible par Christine Lagarde, même si elle n'est pas tout à fait prête à ça. Mais ça, ce genre de solution, ils peuvent entendre. C'est, au fond, faire un peu comme ce qu'ont fait les banques centrales face à la crise financière et sanitaire, mais en repeignant ça en vert. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont acheté des titres de dette publique sur les marchés financiers. Là, on pourrait imaginer que les États lancent des grands emprunts verts pour financer des pans d'investissement dans la transition et que la Banque centrale, derrière, rachète aux investisseurs qui achètent ces titres, eh bien, que la Banque centrale rachète ces titres aux investisseurs. Ça permettrait de diminuer le coût de financement des emprunts des États sur les marchés. Bon, ça améliorerait un petit peu la situation. Cela étant, ça profiterait surtout en fait aux investisseurs, aux marchés financiers. Ce serait du capitalisme financier un peu verdi, mais sans doute toujours aussi instable et toujours aussi inégalitaire, parce qu'en fait, ça creusera les écarts de richesse entre les détenteurs en fait de ces titres qui ont pu les vendre et puis les autres. Alors, on peut imaginer d'autres choses, en fait. On peut imaginer un cran plus loin que la Banque centrale s'engage encore un peu plus et qu'elle garde ces titres acquis sur les États, qu'elle ne les vende plus, voire même qu'elle les transforme en dette perpétuelle pour que les États n'aient pas à rembourser. Alors, si on fait ça, eh bien, il faudra quand même se rendre compte un peu du fait que ce n'est pas très cohérent, au fond, parce que ça transforme la dette en quelque chose qui n'est plus de la dette. Et dans ce cas, eh bien, il faudrait aller plus loin et reconnaître que la dette de marché des États n'est pas la bonne solution pour financer la transition écologique. Et aller plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que la Banque centrale finance plus directement les investissements non rentables dont on a besoin. Alors comment faire? Nicolas l'évoquait. On pourrait demander à la Banque centrale de donner de la monnaie centrale aux États. Alors, ce serait de la création de monnaie à perte pour la Banque centrale, mais des pertes pour une Banque centrale, ça n'empêche pas de fonctionner. Nicolas disait, une Banque centrale ne peut pas faire faillite. Alors, ça peut quand même, si vous voulez, être un petit peu déroutant pour le grand public, mais on peut tout à fait imaginer des solutions comptables neutralisant la perte au bilan de la Banque centrale. Donc ça, c'est une solution que les banques centrales financent directement les États. Elles n'en ont pas le droit. Aujourd'hui, en particulier dans la zone euro, c'est strictement interdit. Faut-il lever cet interdit? C'est un débat citoyen que l'on pourrait avoir. Est-ce que... Alors, il faut évoquer toutes les questions. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas dangereux aujourd'hui de donner du pouvoir monétaire comme ça aux États, d'accord, dans une situation où nos démocraties sont quand même de plus en plus fragiles, d'accord? Donc, c'est un débat qu'il faut avoir. Si on va encore un peu plus loin dans l'exploration des solutions, en fait, il y a une solution qui est compatible avec le traité européen, qui aurait l'avantage, en fait, de ne pas donner le pouvoir monétaire aux États, mais qui rendrait plutôt ce pouvoir monétaire aux citoyens, à la société civile dans son ensemble. C'est une solution dans laquelle la Banque centrale créerait de la monnaie en dehors d'une dette, en dehors d'un achat de titres sur les marchés, donnerait cette monnaie à des sociétés financières. Elle en a donné aux banques, elle peut bien en donner aux sociétés, à des sociétés financières, dont la mission serait non pas de prêter de l'argent, mais d'allouer des subventions à tout un ensemble de projets éligibles à ces subventions. Et pour qu'ils soient éligibles à ces subventions, eh bien, il faudrait, qu'ils aient un impact écologique et social suffisamment important sur la base de critères définis de manière démocratique, et deux, eh bien, qu'ils présentent une caractéristique de non-rentabilité. Sinon, eh bien, ça peut être financé par le secteur privé. Cette solution-là, cette proposition-là, c'est celle qu'on examine avec mes co-auteurs dans un essai qu'on a publié au mois de janvier qui s'appelle « Le pouvoir de la monnaie ». Donc, c'est pas une solution magique, d'accord? Mais vous voyez que
ça fait partie en fait des innovations dans le financement public qu'il faut mettre en débat, d'accord, et qu'il faut considérer par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait partie des solutions à articuler aux solutions de financement privé. Je crois qu'il faut que je m'arrête. Merci beaucoup, Jézabel. Malheureusement, on ne pourra pas prendre vos questions. Les organisateurs m'informent qu'il faut quitter la salle. Par contre, je voulais saisir l'occasion pour remercier encore une fois nos intervenants d'avoir répondu présent à cette invitation. Et j'espère que vous allez profiter du forum aujourd'hui et demain.